Aujourd'hui, dans ce premier épisode de la Nana Touch, je reçois Laken, ou bien c'est Laken qui me reçoit, parce que on est dans un super beau cadre chez elle. Et Laken va nous parler de son quotidien en tant que femme atteinte de la drépanocytose. Alors, je dis pas femme noire parce que c'est une maladie, Laken corrige-moi si je me trompe, qui est d'office, c'est des personnes noires qui en général en sont atteintes. Et en fait, là, dans cet épisode, je tenais à ce qu'elle nous explique son quotidien, parce que, comme vous le savez, la femme, elle est sujette à beaucoup d'évolutions dans sa vie de base, mais d'autant plus quand on est atteinte de cette particularité. Je voudrais lever le tabou sur cette maladie et surtout informer au maximum parce que c'est méconnu et qu'on n'en parle pas assez. Alors, Laken, bonjour. Je peux te Bonjour présenter? Anaïs, bonjour, je m'appelle Laken, j'ai 39 ans, je travaille en tant que gestionnaire dans un fonds d'investissement, je suis mariée et je suis maman d'une petite fille. Merci Laken. Est-ce que tu peux nous expliquer comment la drépanocytose, elle a, je ne veux pas dire affecté ta vie, mais si un petit peu, comment ça a accompagné ta vie depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui? Comment toi tu l'as ressenti personnellement? Pas ce qu'on t'en disait, mais plutôt ce que toi tu as vécu. Est-ce que tu as trouvé que ça t'empêchait de faire des choses comme les autres dans ton enfance ou au contraire, tu as vécu dans un environnement où on te faisait comprendre que tu es comme les autres? Alors merci pour ta première question. Alors on va essayer de faire la genèse des choses. Donc effectivement, j'ai grandi dans une fratrie dans laquelle en fait je suis la seule drépano. Sans compter mon cousin et ma cousine, mais eux qui sont au pays, qui étaient des répanos aussi. Je dis qui étaient parce qu'ils sont décédés à l'heure d'aujourd'hui, paix à leur âme. Moi, comment est-ce que j'ai grandi avec cette pathologie? C'est vrai que en grandissant, ben, j'ai pas, enfin, je savais que j'étais malade. Tu vois, je savais que j'étais malade, mais on n'a jamais vraiment mis des mots à cette maladie. Tu comprends que tu es malade parce que du coup, t'as des rendez-vous, que tu vas souvent à l'hôpital et que effectivement, quand ben, les crises subviennent, ben, tu passes un certain temps à l'hôpital. Maintenant, dans mon quotidien, c'est-à-dire dans mon quotidien familial, j'ai jamais eu de ben, on m'a toujours accepté. En fait, on m'a toujours accepté. On m'a jamais fait comprendre que je pourrais pas faire certaines choses. C'est vrai que j'ai été un peu, on m'a quand même protégée. D'accord. C'est-à-dire que voilà, j'ai mes frères et sœurs, ma mère, mon père, enfin mon entourage familial m'a toujours un peu protégée dans le sens où fais quand même attention, voilà, ou voilà là il fait froid, parce que j'étais quand même une bonne vivante. J'ai toujours été une bonne vivante et justement moi-même je me suis jamais vraiment interdit les choses. Je suis toujours allée de l'avant et voilà c'est souvent la maladie qui m'a rattrapée parce que justement j'ai peut-être fait un peu la folle et que voilà j'ai mis ça de côté mais je me suis jamais dit je vais pas le faire parce que je suis malade. Parce qu'en fait, j'ai pas grandi dans ce, on va dire, dans cette atmosphère-là où on m'a dit, ne fais pas ça parce que tu pourras pas, parce que tu es malade. C'est-à-dire qu'on m'a jamais dit, t'es malade, toi tu peux pas, t'es malade, toi tu peux pas. Tu vois, c'est vraiment que j'ai grandi comme tout le monde. On savait tous que voilà, moi j'étais malade, du coup, il fallait faire un peu plus attention à moi. Mais pour autant, ma personnalité faisait que, ben, je suis malade, mais voilà, j'avais besoin de découvrir les choses. C'était d'abord ma vie et la maladie après. Mais la maladie venait souvent à me rattraper de temps à autre. D'accord. Et tout à l'heure, tu nous as parlé d'un cousin et d'une cousine qui, eux, sont au Congo, donc en Afrique, qui sont décédés du coup de cette maladie. Ouais. C'est des suites de cette maladie ou de cette maladie, du coup? Est-ce que c'est des effets qui font que, ou c'est cette maladie, on dit d'une personne, elle est décédée de la drépanocytose? Bah alors justement, c'est une bonne question. Faut savoir que souvent, enfin de moi, de ce que je sais, souvent c'est des suites en fait de la drépanocytose. Je sais pas si réellement on peut décéder de la drépanocytose parce que la drépanocytose, du coup, c'est une maladie des gènes en fait. Donc du coup des globules rouges qui font que en fait les globules rouges sont censés être ronds et nous en fait on a des globules rouges ronds et des globules rouges en forme de croissant. Et du coup on en a partout dans le corps parce que le sang circule partout dans notre corps. Mais à un moment donné, en fait, lorsqu'on dit qu'on fait des crises vaso-occlusives, c'est que le sang en fait ne circule pas bien.
parce que notamment à cause de ces globules rouges qui sont en forme de croissant et qui n'arrivent pas à passer dans les vaisseaux. Et les vaisseaux, en fait, on en a partout. On en a dans le crâne, on en a dans le cœur, on en a, enfin, ça circule de partout. Et donc, là où ça circule mal, à cause de, parce que ces croissants-là s'accrochent, et ben ça vient te faire des crises parce que la circulation ne passe pas. Donc du coup, quand tu décèdes de la drépanocytose, enfin des suites, pour moi c'est des suites de la drépanocytose qui font que tu décèdes, c'est-à-dire que demain je fais une crise de drépanocytose au niveau par exemple du thorax, parce que c'est souvent là quand on va à l'hôpital, on nous demande est-ce que vous avez mal au niveau des poumons, parce que du coup ça peut s'avérer dangereux, c'est-à-dire que manque d'oxygène, parce que du coup le sang ne circule pas, et donc si c'est pas pris à temps, effectivement, ben derrière, qui dit les poumons ne respirent pas correctement, ça peut impacter et voilà faire en sorte que tu puisses décéder. Donc pour moi, c'est des suites de la drépanocytose. Donc ils sont décédés pour moi des suites de la drépanocytose et l'Afrique, voilà, je pense que à cette époque-là, ils ont pas pu prendre les choses en main au bon moment et voilà. Pour toi, c'est une chance d'être ici quand tu es atteint de cette maladie et qu'est-ce qui fait qu'en Afrique, puisque c'est plus connu, puisqu'on est noir. On est noir. Pourquoi est-ce que ici c'est mieux soigné? Et qu'est-ce qui fait que, est-ce que pour toi c'est une chance d'être ici avec cette maladie? Est-ce que ça a vraiment fait la différence entre toi et ses cousins? Bah, c'est sûr que oui, il y a pas photo. C'est une grâce effectivement d'être avec. Je pense que toute maladie confondue, en fait, pas que la drépanocytose, d'être en Europe ou d'être dans des pays plus développés, parce que voilà, en Afrique malheureusement, ça va être faute de moyens, faut dire ce qui est, et peu importe la maladie. Donc faute de moyens, faute de voilà, dès qu'il faut un examen, il faut des sous, il faut envoyer. Donc il n'y a pas cette réactivité comme il peut y avoir ici. Donc la prise en charge est assez compliquée. Et c'est vrai que si jamais c'était le cas par exemple d'un syndrome thoracique, on n'a pas le temps de prise en charge. Oui, il faut envoyer l'argent pour faire tel examen. Il faut que ce soit assez fluide. Et malheureusement, je pense que en Afrique, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là pour toute la population, du moins, je parle. D'accord. C'est quoi la chose la plus folle? Parce que tu disais que tu étais un peu folle dans la jeunesse. Est-ce que tu as fait quelque chose qui vraiment t'a mis en danger par rapport à ta pathologie un jour dans ta folie? Si on peut rentrer dans ta folie. Qu'est-ce que j'ai fait de fou dans ma jeunesse où je me suis dit, ah non, mais là, je fais un truc, ça va être chaud. J'essaie de réfléchir. T'as fait un saut à l'élastique? Non, j'ai pas fait un saut à l'élastique, mais j'ai fait du parapente. Okay. Et c'est vrai que même dans ma tête, je me disais, je sais pas si, parce que du coup, j'en avais même pas parlé à mon hématologue. Et je me suis dit, là, par contre, je fais vraiment la ouf. Mais tu vois, par exemple, j'y vais quand même, tu vois, je me dis, bon, ce qui arrivera, arrivera. De toute façon, tu peux pas décider comme ça non plus. C'est juste que derrière, certainement qu'il y aura une crise. Mais vas-y, je le tente. One life. Mais voilà, qu'est-ce que je faisais? Des trucs basiques, tu me diras, c'est... tu sors avec tes copines le soir, il fait super froid, mais toi tu veux faire la meuf, donc t'es là en petite tenue, machin, tu vois, c'est des trucs, pour toi c'est rien, mais pour une fille drépanocytaire, c'est quelque chose, tu sais que le froid, à la minute, il va te frapper et que derrière tu vas pleurer. Tu vas pleurer parce que tu vas faire une crise et que tu vas finir à l'hôpital. Mais tes copines, elles t'ont jamais mis de côté en mode non, bon, on sort pas là avec la Ken parce que. Mais c'est une bonne question, ça veut dire que du coup, moi, c'est bien parce que t'en parlais tout à l'heure, j'ai grandi avec aucun complexe avec ma famille, c'est-à-dire que tout le champ de ma famille, cousins, cousines, oncles, machin, tout le monde sait que je suis malade. En revanche, par rapport aux amis et comment j'ai grandi, j'ai été très discrète. Parce que justement, ce jugement, ce fait de voilà, qu'on te pointe du doigt, ouais, mais elle est différente et tout, machin. Donc, je l'ai jamais vraiment exposé. Il y a vraiment que très peu de personnes qui le savaient autour de moi. Donc, ces cas-là, peut-être que, non, c'était peut-être des grandes sœurs avec qui j'ai grandi, peut-être qu'ils le savaient, et donc qui me disaient peut-être, ouais, bon là, laquelle ça va être chaud pour toi. Mais les copines comme telles, je crois qu'il y en a très peu qui le savaient, et qui vont peut-être le savoir là, mais j'ai jamais été quelqu'un de très, par rapport à ça, en tout cas, de très démonstrative ou dire les choses. Mais après, ça, c'est ma nature. Je suis vraiment quelqu'un qui préserve quand même ma vie et que je raconte pas tout non plus. D'accord. Alors, t'as grandi, t'es devenue une jeune femme, t'as rencontré l'amour. Ouais. Et c'est bien. Et du coup, moi, ma question par rapport à ça, c'est quand t'as vu que la relation a devenue sérieuse, parce qu'aujourd'hui, t'es mariée avec cet homme, quand la relation est devenue sérieuse, même pas, à quel moment dans votre relation, tu t'es dit,
Parce que comme tu dis que en amitié, en général, tu mets pas ça en avant. À quel moment tu as posé la chose sur la table en disant voilà, parce que ça te définit pas en tant que personne, mais est-ce que tu as trouvé que c'était un sujet important à mettre sur la table? À quel moment à peu près t'en as parlé? Ah, c'est une bonne question, ça. Oui, alors sujet important, ça c'est sûr. Bah, du coup, je sais pas pourquoi, avec mon mari actuellement, j'ai mis quand même un petit temps à lui en parler. Non pas, ce qui est étonnant, c'est que dans mes relations, j'ai toujours dit, enfin, il y a aucun tabou par rapport à ça. Mais avec lui, en fait, est-ce que je me suis pas laissé le temps de me poser et de lui dire, ouais, tu sais, j'ai une maladie. Le pauvre, ça lui est tombé dessus. Un jour, il y a eu une crise, Il y a eu une crise. un date crise. Crise, ok, d'accord, je suis en crise, il faut que tu m'ailles à l'hôpital, je me sens pas bien, le pauvre, quand je repense à ça. Et donc lui, tout paniqué, mais j'étais au téléphone avec mon grand frère, parce qu'au début, justement, du fait que je sentais que j'étais pas bien, j'étais en crise, et j'étais au téléphone avec mon grand frère et ma belle-sœur, et je dis, je me sens pas bien, et tout, machin, bah, dis-le à ton mari, et tout, non, 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 et là, ils m'ont mis un coup de pression, ils m'ont dit, non, non, y a pas de truc, passe-le-moi. À l'époque, c'était C'était mon copain. Ouais. Et donc, passe-le-moi, et tout, je lui ai dit les choses, et donc lui direct il a été très réactif et tout ça et en fait il a appris comme ça sur le tas le pauvre. Mais je comptais lui dire, mais là pour le coup j'ai pas eu le temps de lui dire et il l'a su comme ça et il l'a su pendant l'hospitalisation et je savais pas trop du coup comment est-ce qu'il allait le prendre. Et je crois que c'est la première fois que ça m'arrivait parce que j'ai jamais eu ce cas-là par rapport à d'autres personnes, d'autres femmes drépano qui effectivement ont été rejetées parce que elles avaient cette maladie-là. Et moi, j'ai toujours prôné que, bah, moi, franchement, je touche du bois, je touche ma tête. Je suis jamais tombée sur des gars, t'as de drépano, je te lâche, quoi. Et là, du coup, j'avais, en général, tu le disais pas. Bah, si, moi, je le disais. Comme par hasard, t'avais pas de crise de rue. Voilà, exactement. Et pour te dire, oui, j'ai jamais, parce qu'il y a une longue période où, franchement, j'ai jamais fait de crise, quoi, pendant très longtemps. Et là, du coup, par rapport à mon mari, le fait qu'il l'ait su au moment où j'étais en crise, là, j'ai eu quand même une appréhension. Ouais, je me suis dit, putain, mais et si jamais à cause de ça, du coup, il venait à me lâcher, tu vois. Et ben non, Dieu a fait grâce que voilà, c'est quelqu'un d'intelligent, il s'est renseigné, il a essayé de comprendre et tout, et il a accepté, quoi. Il était déjà amoureux. D'accord. Donc c'était ça ta petite magouille, je rigole. Plutôt bien. T'as dû lui expliquer quand même de quoi il s'agissait. Et après votre histoire, comment elle a continué? Est-ce qu'il y a eu un temps de pause, de réflexion de son côté? Ou alors vous avez dit, bah non, en fait, c'est tout, c'est un détail, on continue? Bah, franchement, il n'y a pas eu de question sur si on continue ou pas. Franchement, comme je t'ai dit, il a été, il a, on va dire, avalé la chose, la nouvelle, digéré, pardon. Et du coup, dans sa façon de digérer, c'est plutôt dans le sens où il a cherché à comprendre ce que c'était, quel était le risque pour moi et tout ça. Donc non, franchement, il a super bien réagi. Il a réagi comme un responsable et voilà, on était déjà en relation et je pense que voilà, il a pas cherché à fuir en fait. D'accord. Non, il a pas cherché à fuir. Et tu l'aurais compris? Ben, franchement, non. Non, j'aurais pas compris parce que comme je te disais, en fait, moi, j'ai grandi dans un environnement. On t'avait pas mis de côté pour ça. Où en fait, on m'a jamais mise de côté à cause de ça. Tu vois. Du moins, ceux qui le savaient, j'ai jamais ressenti, vas-y, non, elle, on la met de côté, ou même, comme je t'ai dit, dans le cadre familial, ou, tu vois. Ça a toujours été, et du coup, là, effectivement, j'aurais pas compris. Et ça m'aurait clairement affecté. Parce que j'aurais dit, mais attends, tu vois, là, et clairement, il me fait montrer ma différence, et que, et au-delà de ça, en fait, il se joue de moi, quoi. Tu vois. D'accord. Mais, est-ce que après, quand après c'est devenu sérieux, parce que c'était son copain, aujourd'hui c'est son mari. Est-ce qu'après, au niveau de vos familles, parce qu'on sait comment sont nos mamans, on sait comment ça se passe un peu dans notre communauté, est-ce qu'il y a eu des paroles difficiles? Du coup, est-ce qu'il y a des gens qui se disaient, mais oui, mais est-ce que t'es sûr? Est-ce que lui il est sûr? Toi aussi, est-ce que t'es sûr? Est-ce que vous êtes sûr quand vous avez évoqué votre décision de vous marier? Est-ce qu'il y avait des questions un peu difficiles auxquelles vous avez dû ensemble répondre? Parce que c'est vrai qu'on se marie pour nous, mais il y a quand même des moments dans une union où on fait face à nos familles par rapport à nos choix. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu des moments... J'essaie de réfléchir, sauf erreur, ou soit il me l'a pas dit. En tout cas, nous, nos familles respectives,
c'est-à-dire voilà, ses parents, mes parents, nos frères et sœurs et tout, il n'y a pas eu de sujet. Il n'y avait pas eu de sujet. J'ai jamais eu de commentaires déplacés. Justement, non, j'ai trouvé que ma belle famille, elle était là pour moi, tu vois. Même quand le peu de fois où j'étais hospitalisée, on venait me voir, on prenait des nouvelles, on essayait de me soutenir dans le quotidien. Et donc, voilà, ça m'a confortée aussi, tu vois, en me disant que c'est la bonne c'est la bonne famille, je me trompe pas, et franchement oui, ça fait partie encore d'une grâce à moi, parce qu'effectivement, comme tu as dit, dans nos familles où il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup d'incompréhension, enfin non, moi je l'ai pas eu dans ma belle famille. Après, ça a été à lui aussi, et ça c'est tout à son honneur et je pense que c'est lui qui a joué aussi son rôle en expliquant. Voilà, en demandant aussi, voilà, comme je t'ai dit, il a fait des recherches, il l'a su, il en a parlé, je pense, à sa famille, et je pense que derrière lui aussi, il a eu ce rôle d'asseoir son choix aussi. Mais tant bien même, je pense pas que derrière il a reçu des commentaires comme quoi, de critiques comme quoi il fallait la laisser, est-ce qu'il était sûr de son choix. Au contraire, je pense que voilà, sa famille lui a fait comprendre, si c'est la personne que tu veux, que tu aimes, et il n'y a pas de souci, nous on va t'épauler dans ça. Ok, c'est super. Je me perds dans mes questions. Non, ça y est. Alors, c'est une très belle histoire d'amour. C'est une très belle histoire d'amour, et je la souhaite à toutes ces femmes qui sont atteintes de cette maladie. C'est pas un frein. Clairement, moi, ce que je comprends, c'est que ça n'a pas été un frein à l'amour, et ça, c'est une belle chose, parce que souvent, quand on a une pathologie, on a tendance à s'isoler ou à pas vivre clairement sa vie de jeune femme. Et là, moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que non, tu as continué à vivre quoi qu'il en soit. Et ce que je voulais savoir, c'est qu'ensuite, tu es devenue maman. Est-ce qu'avant de devenir maman, tu avais des craintes par rapport au fait de devenir maman en ayant cette maladie? Et est-ce que par rapport à cette maladie, les médecins te mettent en garde déjà quand tu deviens une jeune femme? Est-ce qu'on commence à te dire, par contre, le jour où vous voudrez être maman, il y a ça, 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 il faudra faire attention à ça? Ok. Alors moi déjà, même durant mon parcours, du coup en tant que femme drépanocytaire, avec mes parents, déjà on demandait, bon, médecin, est-ce que je pourrais avoir des enfants et tout ça, et mes hématologues, ils n'ont jamais dit non, c'est compliqué. Justement, au contraire, il y a plein de femmes drépanocytaires qui ont des enfants. Par contre, de bien nous dire quand vous le souhaiterez et tout ça, machin. Et donc ça, du coup, j'en avais parlé à mon mari actuellement. Je lui avais dit, ouais, non, il n'y a pas de problème et tout. Et c'est vrai que nous, du coup, on a quand même, on a essayé comme tous les couples. Et voyant, du coup, à un certain moment, on s'est dit, ah ouais, quand même, ça met du temps et tout. Et c'est là qu'on a commencé à en parler à quand même aux médecins. Les médecins qui m'ont rassuré, qui m'ont dit, non, mais il n'y a pas de problème. Et c'est vrai qu'il y a un médicament de fond que les drépanocytaires prennent. C'est comme un peu c'est comme, enfin, pour dire grosso modo, mais c'est comme un peu un traitement de radiothérapie, en fait. Donc, c'est vrai que ce médicament-là, normalement, pendant la grossesse, déjà, tu dois l'arrêter. D'accord. Tu vois, et même, ça dépend des personnes, mais on te dit, si tu cherches à avoir un enfant, il faut l'arrêter. Parce que du coup, c'est pas compatible avec ça. D'accord. Et c'est vrai que nous, malheureusement, en tout cas moi, je fais partie de ces femmes drépanocytaires qui, j'ai eu du mal à avoir mon enfant. D'accord. Du coup, on est passé par le circuit PMA, tout ça. On a fait, ça a été quand même le gros bataille, on va dire, de ma vie, quand même, en tant que femme drépanocytaire. Et les médecins, c'est vrai que là où je suis un peu déçue, parce que je l'ai su il y a très peu de temps maintenant, que voilà, ils se rendent compte qu'effectivement, la drépanocytose, pour certaines femmes, on peut être atteinte de, comment on appelle ça, j'ai oublié. Non, tu peux avoir la ménopause précoce. Okay. Donc ce qui fait qu'en fait, faudrait pousser. Non, mais plutôt tu fais ton enfant, en fait. Mieux c'est. Parce qu'effectivement, il y a certaines femmes qui peuvent avoir la ménopause précoce. Moi, c'était pas mon cas. C'est juste que voilà, avec mon mari, ça a été compliqué, de faire un enfant et tout ça. Et donc, on s'en est rendu compte quand même assez tard. Parce que vous n'aviez pas la tête à ça. Parce qu'on n'avait pas la tête à ça. Et quand on s'y est mis, voilà, en fait, c'est quand tu as quelque chose en tête, tu te mets à fond dans machin, tout ça. Et en fait, après, tu t'es dit, oh là là, si j'avais su.
Mais ouais, ça a été quand même un parcours assez compliqué pour nous. Et du coup, on est passé par voilà tout ce qui était PMA, tout ça. Et après, à un moment, j'ai abandonné parce que voilà, j'ai fait quand même pas mal d'essais qui n'avaient pas abouti, pardon. Ouais. À chaque fois, ça a échoué. Donc à un moment, je m'étais dit, moi, je laisse tomber, je veux plus parce que ça me faisait plus de mal qu'autre chose en fait. C'est au moment où tu as laissé tomber. Ouais, et franchement, ouais, c'est au moment où j'ai lâché prise en fait en parlant avec ma belle-sœur, elle m'a dit voilà, laisse tomber. T'es enfant de Dieu et Dieu fera, tu vois. Si c'est son chemin pour toi, il le fera. Et c'est vraiment, ça a été une décision quand même difficile. De lâcher prise par rapport à ça, parce que t'as cette volonté. J'ai cette volonté. Et en fait, je suis quand même avec quelqu'un qui voulait aussi un enfant, ben moi aussi. Oui. Mais pour autant, je sais pas si tu connais le circuit PMA, c'est très lourd. Physiquement. Déjà, je trouve ça hyper courageux d'en parler parce que déjà, encore une fois, dans notre communauté, j'aime toutes les communautés, hein, mais franchement, dans notre communauté, il y a tellement de tabous que le circuit PMA, c'est très méconnu encore. Ça reste quelque chose qui est faisable, mais pas assez connu chez nous. Et je sais qu'il y en a ça aboutit comme ça peut ne pas aboutir, et ça peut être très frustrant en tout cas Et ça, c'est peu importe la femme, hein, peu importe ton, y a pas que ton parcours. Mais c'est vrai que bah, du coup, moi, je découvre ce chemin-là que je connaissais pas forcément. C'est très lourd physiquement, c'est très lourd mentalement. Tu as encore plus de rendez-vous. Déjà, moi, avec ma pathologie, en plus, tu rajoutes ce truc-là. Et ouais, c'est très dur parce que du coup, en fait, encore une fois, tu portes tout sur tes épaules. Et donc, c'est vrai que lorsque je me suis décidée de lâcher prise et de me dire, bon, on a essayé plusieurs fois et moi je peux plus en fait, enfin mentalement, physiquement, j'arrivais plus, c'était dur en fait. Et tu rentres dans une période où c'est vrai que là, tu sais que pour en revenir à ce que tu disais, la belle famille, t'as les yeux quand même un peu figés sur toi, tu vois. Ouais, on s'attend à voir un petit enfant. Voilà, on s'attend. Bah oui, parce que le mariage est passé, machin, voilà. T'as les yeux et puis même au-delà de ça, tu sais que tes parents, tes beaux-parents, c'est tout ce qu'ils veulent et ça leur fait mal aussi, tu vois. Ils portent ce combat avec vous en cachette et tout ça, mais c'est dur. Donc, c'est fait qu'on a un petit concours de 6 personnes. Donc, c'est très dur. Ça a été vraiment très, très dur et c'est dur d'en parler. Ouais, les mouchoirs. Ouais, la buse, voilà. Ah ouais, ça, c'est dur d'en parler, mais franchement, c'est vraiment courageux. Ouais. Oh là là. Oh, je te fais un petit câlin quand même. Oh. Aujourd'hui, on a notre princesse qui est trop magnifique là. Hein, ouais. Donc, ça fait bizarre d'en parler. C'est bon, tu me dis quand tu veux. Ah, ok. Et donc, comme je disais, tu sais que t'as tes parents, tes beaux-parents qui n'attendent que ça, mais dans la bienveillance, tu vois. Oui, toujours. Et donc, c'est très dur. Toi, t'es là, tu te bats tous les mois, toutes les semaines et tout. Et tu vois à chaque fois ce test qui vient négatif. Donc, du coup, à un moment, j'ai vraiment lâché prise après la discussion avec ma belle-sœur. Et j'ai tout remis à Dieu, en fait. J'ai tout remis à Dieu. Et je me suis dit, si Dieu, il a fait que je suis avec cet homme, si c'est pas un enfant, il y aura autre chose. Voilà. Et j'ai vraiment tout laissé. Et c'était dur parce que, en face, t'as mon mari qui voulait aussi cet enfant et qui comprenait pas qu'aujourd'hui, moi, je voulais tout laisser, tu vois. Et je lui ai expliqué la même chose que toi aujourd'hui, que Dieu sait, il y a que Dieu qui sait, en fait. Et donc, on a laissé. Et moi, j'ai toujours dit, la période Covid, ça a été la période la plus géniale de ma vie, en fait. Pour beaucoup. Pour beaucoup, c'est bizarre. Hein. Il y en a qui vivaient, il y en a qui étaient au bout il y en a qui étaient au bout de leur life. Moi, pour le coup, je pense que cette pause dans ma vie, parce vraiment, que je tiens à rappeler que tu es une femme quand même très active. Et moi, c'est ce que j'admire beaucoup chez toi. Tu es quand même active. Et donc, cette période-là, ça devait vraiment être une pause, en fait. Exactement. Parce que malgré tout ce que tu nous expliques de ce parcours et tout, mais toi, tu continues à bosser, en fait. Le stress du boulot, ce stress-là, quand même, qui n'est pas négligeable. Donc, et voilà. Et donc, moi, le Covid, en fait, c'est cette grosse parenthèse de pause. Je pense que mon corps, il avait besoin de ça. Mon corps, mon esprit, il avait besoin. Voilà, exactement. Il avait besoin que soit peace. Et en fait, c'est clairement ça. Moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien dans ma tête, dans mon corps. Et voilà. Et en fait, ça me fait penser, tu sais, que à quel point tu vivais à 100 à l'heure dans ta vie de jeune femme, ta vie de jeune épouse et tout. Tu vis à 100 à l'heure, tu t'arrêtes pas.
Et à un moment donné, pour donner la vie, en fait, il faut savoir mettre la sienne en parenthèse, C'est entre ça. parenthèses. Ben, c'est clair. Et clairement, le confinement, il nous a tous obligés à se mettre en pause. En Ah fait. oui, voilà, Ouais. obligatoirement, il t'a obligé. Et en fait, ben, moi, mon corps, en fait, c'est comme s'il me disait, ben voilà, c'est tout ce que je voulais. Voilà, merci. Voilà, merci. Et que voilà, mais même par rapport à Dieu, peut-être que t'étais trop distraite à gauche, à droite. Ouais. Là, tu te retrouves avec toi-même. Et puis t'essayais de tout porter. Voilà, exactement. Voilà, tu essaies de tout porter, de te dire, je suis la femme forte, je vais y arriver. Et on est beaucoup dans le contrôle. Je contrôle. vais gérer. Et voilà, déjà, exactement. Je vais gérer malgré que, voilà, j'ai cette maladie, moi, je gère. Je gère, je sais gérer ma maison, je sais me gérer, je sais tout faire, tu vois. Mais à un moment, voilà, ton corps, il te fait mettre, tu sais tout faire, mais ça, voilà, ça, tu le contrôles pas, en fait, tu vois. Et cette pause, en fait, c'est ce dont j'avais besoin. Parce que du coup, comme je t'avais dit, on a stoppé tout ce qui était PMA. Et du coup, Dieu a fait grâce, je suis tombée enceinte. Sans que, voilà, sans, comme quoi, des fois. Et moi, je me dis, en fait, pendant plein d'années, la question, elle se pose pas de est-ce que est-ce que j'aimerais pas. Et quand le moment, il arrive, et ben là, on commence à vouloir brusquer le corps, sauf qu'en fait, dans ta tête, depuis des années, t'étais pas en mode je suis maman, je veux l'être, quoi que ce soit. Donc, c'est vrai qu'on se rend pas compte à quel point notre corps aussi doit se mettre en mode là, je suis prête et là, je vais donner la vie. Et donc, mais moi, je trouve que c'est magnifique la manière dont il t'a accompagné, toi aussi, tu as dû aussi accepter que toi, tu as envie de lâcher, lui, il n'a pas envie de lâcher, en fait. Donc, quelque part, tu as lâché prise, mais tu as quand même tu tenais quand même à ça dans ton cœur. Et maintenant, quand tu vois ta famille, quand tu vois que tu es devenue maman, qu'est-ce que tu ressens? En fait, des fois, des fois, tu te dis, waouh, je viens de loin, quoi. Et que, en fait, c'est ce rêve, en fait, que je voyais dans mes pensées, machin. Je suis en train de le vivre, en fait. Dieu, il m'a montré qu'en fait, il est là. Et que, en fait, c'est vrai que des fois, je me dis, waouh, c'est vraiment un rêve. Un rêve que j'ai imaginé, je le vis. Parce que quand pendant longtemps, tu veux quelque chose, c'est très dur, en fait. C'est très dur, et surtout dans cette société où encore on te travaille, on te pose des questions, on te regarde, et que tu sais que ça part derrière toi, mais que tu te dis, bon, tu passes à autre chose, tu vois, tu essaies de passer à autre chose, mais ça reste quand même dur, tu vois, intérieurement. Et c'est vrai que quand tu vois ta famille aujourd'hui, ce que tu as construit, et surtout d'où tu viens, en fait, tu te dis, ouais, enfin, c'est que de la joie, en fait. C'est que de la joie, tu dis, en fait, j'ai réussi ce que je voulais, et c'est le plus important, en fait, aujourd'hui. Et tu dirais quoi aux jeunes femmes qui se posent la question de est-ce que parce qu'il y a des tests aussi, on n'en a pas parlé, il y a des tests à faire quand on rencontre une personne oui, bien sûr. La compatibilité. Tu pourras nous expliquer rapidement le truc des groupes sanguins? Merci. Et qu'est-ce que tu conseillerais, toi, d'être comment dire, dès le départ, de déclarer dans sa relation, vivre, se mettre en pause, se mettre en parenthèse, avoir une vie active, ou plutôt, qu'est-ce que toi, aujourd'hui, si on te dit, donne un conseil à des jeunes femmes, même des jeunes hommes qui vivent cette maladie au quotidien, ce serait quoi ton conseil dans ce cadre précis de un jour, déjà, tu nous as dit que si vous voulez donner la vie, pas trop attendre trop longtemps, ok? Et cette histoire de compatibilité, c'est réel, comment ça se... Alors, pour résumer un peu tout ça, alors déjà, effectivement, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais mon mari et moi, avant qu'on souhaite vouloir l'enfant, on a fait effectivement l'électrophorèse de l'hémoglobine. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde, qu'on soit blanc, noir, parce qu'aujourd'hui, en fait, la drépanocytose, avant, elle touchait beaucoup, on va dire pas que, mais beaucoup, la population noire, c'est-à-dire en Afrique, aux États-Unis, aux Antilles. Parce que c'est un dérivé, en fait, ça vient en fait du paludisme. Ok. Pour faire un peu court. Donc aujourd'hui, je conseille à tout le monde de faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. Pourquoi? Parce que ça permet, parce que oui, à cause du brassage, en fait, aujourd'hui, la drépanocytose ne touche plus que les populations noires. Elle touche tout le monde. En fait, aujourd'hui, surtout en Grèce, en Italie, en Inde, il y a beaucoup de drépanocytaires. Enfin voilà. En Grèce, je suis étonnée, tiens. Ouais, il y a beaucoup, en fait. Avec le brassage, les métissages, les médecins le disent, la drépanocytose, elle touche encore plus tout le monde. Déjà, l'Afrique subsaharienne,
Ouais. et l'Afrique, bien sûr, noire. Donc, il faut que tout le monde, aujourd'hui, se teste. C'est pas que, oui, moi, je suis blanc, il n'y a rien. Non, d'ailleurs, j'ai fait il n'y a pas longtemps, j'étais dans une école infirmière. Et il y a une stagiaire infirmière qui disait que justement un jour elle était dans un service et avant de rentrer dans la chambre, sur le dossier, elle lit drépanocytaire et tout. Elle rentre dans la chambre, elle voit un homme blanc et elle comprenait. Elle dit c'est vous monsieur? Oui oui, je suis drépanocytaire. Donc voilà, Ok. ça ne touche pas que les noirs, d'accord? Mais c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Donc faites déjà lorsque vous êtes en couple, c'est une relation sérieuse. Vous savez que voilà, il y aura très certainement une suite. Mon mari et moi, on a dû faire l'électrophorèse de l'hémoglobine pour savoir, du coup, est-ce que lui, il avait le gène S. D'accord. Parce qu'il faut savoir que la drépanocytose, il y a 2 formes de drépanocytose. Donc, il y a la drépanocytose SS, comme moi, et la drépanocytose SC. Après, il y a encore une autre forme, S-bêta, thalassémique. Mais les plus connues, on va dire, et les plus fortes, bah, du coup, c'est la forme SS que j'ai, et ensuite SC. La différence entre SS et SC, c'est que SC, en fait, ils font pas beaucoup de crises, mais ils font beaucoup de complications. D'accord. Et ça peut effectivement arriver très tard dans leur vie, quoi. Okay. C'est pas, moi, je connais une fille qui, sa drépanocytose SC. Je connais une fille qui, voilà, sa drépanocytose, elle s'est déclarée SC. Elle s'est déclarée qu'au moment de sa grossesse. D'accord. Donc très tard, parce qu'elle avait déjà à peu près 28, entre 28 et 30 ans. Ok. Donc faites ce test et l'électrophorèse de l'hémoglobine avec votre conjoint si vous savez que voilà, il y a un réel futur entre vous. Et c'est surtout pour savoir si du coup l'un d'eux a le gène S, comme je vous ai dit, parce que le gène S, du coup, quoi qu'il arrive, il sera transmis à vos enfants. Donc du coup, comme je disais, il y a la forme SS la plus grave. Après, il y a SC. Et du coup, toi, par exemple, je sais pas, imaginons que tu n'es pas drépanocytaire, donc ton gène, certainement, c'est AA. Donc, t'es pas malade. Okay. Mais si demain, tu venais à rencontrer, enfin, si ton mari, excuse-moi, tu es marié, si ton mari, par exemple, il est AS, donc du coup, il aura le gène S. D'accord? C'est le gène qui transmet la drépanocytose. Ouais. Donc du coup, vous avez, bon là, je peux pas schématiser, mais vous avez une chance sur ben non, vous n'aurez jamais d'enfants malades, mais effectivement, vous aurez des enfants porteurs. Okay. Parce que en fait, il faut savoir que ça prend le gène du papa, un gène du papa et un gène de la... Alors que la drépanocytose, en fait, chaque enfant prend le gène de la maman et du papa. Okay. C'est-à-dire que moi, je suis SS, c'est que mon père est AS et ma mère AS. Okay. Et du coup, j'ai pris le gène S de papa et j'ai pris le gène S de ma mère. D'accord. Donc, ça m'a fait SS. Mais effectivement, j'aurais pu prendre le A de ma maman, de mon papa, et prendre le A de ma maman, et je serais pas malade. D'accord. Donc voilà. Donc en fait, c'est un gène du papa, un gène de la maman. Donc faites l'électrophorèse de l'hémoglobine, juste pour votre savoir si vous êtes porteur ou pas. Okay. Parce que voilà, il peut y avoir effectivement, très souvent dans les fratries, on est seuls. Par exemple, moi j'en connais plein, ils sont 6, 7, 8. Et t'as un drépanocytaire, machin, parce que voilà, c'est au petit bonheur de la chance après. C'est au petit bonheur de la chance. Mais voilà, même c'est bon de savoir si y a le gène S dans sa famille, ne serait-ce que pour plus tard, vos enfants, ne serait-ce que juste même pour savoir en fait. Parce que voilà, c'est la méconnaissance qui a fait que moi je suis là. Mais je crois que maintenant il le concerne toutes les personnes. Oui, effectivement. Non, maintenant effectivement pour la petite info, tous les enfants depuis novembre 2024 sont testés, peu importe l'origine. Avant, c'était au faciès, c'était dû à l'origine et tout ça. Mais aujourd'hui, depuis novembre 2024, tous les nouveau-nés sont testés pour savoir du coup s'ils ont le gène SS. S'ils ont le gène S, pardon. Ok, donc ma dernière question. La drépanocytose au travail, comment ça se passe? Comment tu la vis? Est-ce que tu as eu de la discrimination face à l'emploi? Ou est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes expériences par rapport à ça dans le travail? Ouais. Alors, par rapport au travail, c'est vrai que je l'ai jamais mis au devant, en tout cas au début, dans mes premiers postes et tout ça. Et une année, il y a quelques années, du moins, dans l'un de mes premiers CDI, j'ai effectivement, je l'ai pas dit non plus, mais c'est vrai que ça a été, je suis restée là-bas 3 ans et demi. Et comme je disais en début d'interview, je suis dans tout ce qui est banque de financement. Et c'est vrai que là, ça a été 3 années et demie assez compliquées parce que déjà beaucoup de travail et j'avais un management assez dur, un peu à l'ancienne.
et j'avais pas déclaré effectivement que j'avais cette maladie. Parce que tu avais peur de pas être recrutée. Et non, pas du tout, parce que là j'étais déjà en poste. En fait, j'ai jamais déclaré comme quoi j'avais cette maladie, parce que ça s'est toujours bien, parce que c'était Donc parce quand que tu avais c'était toujours bien passé. Ok, mais tu avais des absences du coup à cause Bah, du coup, j'avais des absences parce que, enfin, pas énormément non plus, hein. J'ai eu des arrêts maladie comme un employé quelconque peut avoir, quoi. C'était pas non plus des arrêts maladie de 6 mois, 3 mois, voilà. C'est peut-être une semaine par-ci, une semaine par-là. Mais c'est vrai que là, c'est surtout le fait que je pense que avec cette manager, ça se passait pas très bien. Elle était un peu méfiante par rapport à moi et, enfin, pour tout dire, je pense qu'elle était un petit peu raciste. Aussi, au passage. C'est pas un bon mélange tout ça. Voilà. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu une année où je me suis quand même beaucoup absentée du fait de la maladie. Et je pense que voilà, elle était aussi méfiante, comme si je mentais ou quoi que ce soit. Mais j'ai jamais osé dire que du coup, je souffrais d'une maladie et que c'était à cause de ça que cette année-là, effectivement, j'étais tombée Il y avait des questions des collègues et tout sur tes non, non, pas forcément. C'était vraiment elle, la manager, c'est vraiment elle, sa méfiance. Et ce qui a fait qu'en fait, elle en a joué en disant que voilà, j'étais souvent absente, puis ça s'est très mal passé, puis j'ai décidé de partir. Et donc après cette mauvaise expérience, je m'étais dit, ben, au prochain emploi, en fait, je le dis coûte que coûte. T'avais perdu confiance en toi par rapport au travail ou pas? Pas du. Parce que ce que tu faisais en fait. J'aimais ce que je faisais. C'est vrai que ça m'a un peu bousculée parce que ça s'est vraiment très mal passé avec eux à la fin. Et c'est vrai que ça m'a un peu bousculée dans le sens où bah, déjà je voulais plus de CDI. J'étais partie en mode CDD, intérim, mais ça m'allait très bien. Et c'est vrai que lorsqu'on est venu vers moi, chasseur de tête, par rapport au poste auquel je suis encore aujourd'hui, j'ai eu quelques doutes parce que c'était aussi une très belle boîte. Et j'ai quand même eu quelques doutes. Je me dis est-ce que je vais y arriver et tout. Mais j'y suis arrivée. Mais c'est vrai que je m'étais dit, eux, je vais leur dire. Et du coup, j'avais dit à mon manager que voilà, j'étais atteinte d'une maladie et que des fois, au terme de ta période d'essai. Je l'ai dit, voilà, je m'étais dit, au terme de ma période d'essai, les 6 mois sont passés, ben, je vais leur annoncer avant de valider, quoi. Et mon manager, en fait, l'a très bien pris. Et la boîte, en général, je suis dans une boîte où vraiment, ils ont une politique RQTH, c'est-à-dire que travailleurs handicapés, donc ils étaient limite très contents que je vienne vers eux et que je leur dis, parce que du coup, apparemment, il y a beaucoup de travailleurs handicapés comme moi qui n'osent pas dire les choses. Et aujourd'hui, en fait, il faut savoir le dire, il faut pas avoir honte parce qu'on a des droits et que voilà, aujourd'hui, les boîtes cherchent des profils limites comme nous. Ok. Et parce qu'ils ont des subventions aussi. Ah, mais parce que en fait, en France, oui, que lorsque les entreprises engagent des personnes comme moi à reconnaissance de travailleurs handicapés, et ben effectivement, ils ont des subventions, ils ont un crédit d'impôt. Donc voilà, si vous êtes travailleur handicapé, n'hésitez pas à le dire à votre employeur. Au lieu de souffrir à vos RH, voilà, au lieu de souffrir en silence. Voilà, aujourd'hui, on a des droits. On est en 2026. La plupart des boîtes, et tant pis pour celles qui ne le font pas, prônent justement l'inclusivité. Et c'est important, et même pour vivre au jour le jour dans ton poste, dans ton travail, être bien, il faut savoir dire les choses. Je dis ça bien évidemment après avoir vécu une expérience mauvaise, mais maintenant que je suis pleinement en accord avec ça au travail, et ben je le vis bien. Ok, donc toi tu conseillerais de dire en tout cas au bon moment, quand il y a quelque chose qui va être signé engageant, ça sert à rien de le cacher. Voilà. Pour bien vivre ton expérience professionnelle. Voilà, derrière. Exactement, de bien prévenir son manager, son service RH de ça. Et comme ça, on peut travailler tranquillement, on peut venir au travail sans la boule au ventre et vivre sa vie professionnelle normalement. Ok, merci. Il y a des personnes drépanocytaires qui peuvent se rencontrer et tomber amoureux. Est-ce qu'il y en a qui font le choix de ne pas se marier ou de non pas de pas se marier, mais de pas avoir d'enfants à cause de ça? Alors, franchement, je sais qu'il y a un truc qui était passé. Il y a une émission justement, je crois que pendant le Téléthon, je sais plus. Bref, il y avait justement une femme drépanocytaire qui disait que son conjoint était drépanocytaire et qu'ils ont eu des enfants.
drépanocytaire, of course. Moi, j'en connais pas. Après, par rapport à ça, c'est vrai que c'est très compliqué parce que tu peux pas, selon moi, dire à deux personnes qui s'aiment, ouais, vous pouvez pas être ensemble, mais c'est vrai qu'eux, ils connaissent. Oui. TSS, je prends mon cas. Si demain, plus tard, j'aurais 1, 2, 3, tu couperas ça, je me suis mélanger des pinceaux. Si, avant de rencontrer mon mari, j'aurais rencontré quelqu'un d'SS, pour être honnête avec toi, je pense pas que j'aurais continué avec lui parce que ça voudrait dire que, de facto, on aurait eu des enfants drépanocytaires. C'est comme j'ai expliqué, en fait, l'enfant prend un gène chez maman, un gène chez papa. Et là, on est facto SS, donc tous les deux. Donc, ça fait partie aussi d'un critère de choix, finalement. Moi, parce que quand tu rencontres quelqu'un, tu sais pas. Voilà, mais c'est pour ça que je dis que à partir du moment où je pense que tu vois que c'est sérieux et que tu penses que ça va aller loin, ce serait quand même bien de faire ce test. Ok. Tu vois, surtout en tant que drépanocytaire. Et là, les sentiments, ils sont déjà là. Là, les sentiments, ils sont déjà là, mais genre, deux SS, je sais pas. Ouais. Franchement, j'ai jamais eu ce cas-là. Après, c'est être égoïste pour l'enfant, c'est ça? C'est, même pour soi. Même moi, je dirais même pour soi, en fait. Toi-même, t'es malade, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Après, oui, on dit pas que, la drépanocytose, faut savoir que chaque patient est différent. Tu vois, il y a des drépanocytaires, ils vont vivre leur vie tranquillement, ils vont pas faire de crise, surtout que maintenant, il y a un traitement de fond qui fait que ça te maintient quand même, ça te crée des globules rouges et tout ça. Mais moi, je sais pas, cette question est quand même difficile. Mais c'est sûr que voilà, moi je prends mon cas que j'aurais rencontré quelqu'un qui aurait ma pathologie, je pense que je l'aurais fait asseoir. Et malgré les sentiments, j'aurais quand même pensé à ma vie, à sa vie, à la vie de ses futurs enfants, de ses enfants potentiellement. Ouais. Est-ce que ça aurait été vivable, tu vois? Chacun son parcours. Mais je sais que moi, difficilement, ça aurait été très dur, difficilement. D'accord. Et du coup, c'était n'importe quoi, c'est pas français ce que je veux dire. Tu peux reformuler, t'inquiète pas. Moi, je sais que ça aurait été très dur psychologiquement et j'aurais pas assumé de me mettre avec quelqu'un de SS comme moi. C'est pas du rejet, c'est juste c'est un choix, du bon sens. Ouais, après, c'est pas du bon sens, c'est vraiment, je sais pas comment t'expliquer, c'est comme si toi, demain, avant de rencontrer ton mari, t'aurais rencontré, je sais pas comment, quel sujet qui fait que les gens aujourd'hui peuvent être, toute maladie en vrai, toute maladie aujourd'hui, même physiquement, quelqu'un de trop mince, quelqu'un de trop gros, c'est chacun en fait. C'est chacun décide chacun son choix en fait finalement, et chacun après assume. C'est plus tu vois, tu vas assumer. C'est comme aujourd'hui, voilà, mon mari il est avec moi et il sait qu'il y a des périodes down pour moi où je suis très faible, où je suis fatiguée. Il y a des périodes où je vais être hospitalisée et il a su de quand même quelques années bien. Ça fait quand même 14 ans que je suis avec lui. Il le sait, c'est son choix. Il s'est dit, moi, je veux rester avec elle. Donc aujourd'hui, voilà, c'était son choix de rester avec une femme qui a cette maladie. Et voilà, c'est une histoire je pense que c'est une histoire de choix et d'acceptation, en fait. C'est plus d'acceptation. C'est vrai que c'est pas parce que lui, il a été capable de l'accepter, c'est dans sa personnalité que toi, parce que tu es la personne malade, tu aurais pu accepter quelqu'un d'être malade, parce que je sais ce que c'est, parce que moi-même, j'endure cette maladie. Est-ce que ça veut dire que... moi, comment pour être honnête, comment je le vois, je me vois quand je suis pas bien. Et que la personne qui est avec moi, elle est pas bien aussi. Finalement, on va aller où tous les deux? Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est peut-être un peu cru. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, aujourd'hui, je suis malade. Toi, demain, t'es malade. Ça se passe comment? Qui soutient qui? Comment est-ce que je peux t'aider? Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est plus cette vision-là que j'ai. Maintenant, s'il y a des couples comme ça, on est personne moi, je suis personne pour les juger. Je suis pas là pour dire vous vous séparez. Voilà, on connaît pas. Non, je me vois mal me dire faut pas le faire, quoi. Est-ce qu'on en guérit? Ah, c'est une bonne question. Alors, on peut guérir de la drépanocytose si tu fais une greffe de la moelle osseuse. Donc là, par contre, il faut que ça vienne de la fratrie. Ok. Il faut que la moelle osseuse vienne de la fratrie. Maintenant, ce qui est bien avec les évolutions, on peut te greffer à 50% de la moelle osseuse. Et aujourd'hui, on peut te greffer par ton père ou ta mère. Alors qu'avant, c'était KO.
C'était vraiment quelqu'un qui vient de la fratrie et qui pouvait du coup, et que c'était à 100%. Alors que maintenant, avec l'évolution, même à 50% de compatibilité, eh ben, tu peux être greffé. Et tu guéris. Et tu peux guérir, si tu fais pas de rejet, tu guéris. Ok. Bien sûr, tu guéris de la drépanocytose. Attention, ça ne change pas ton groupe sanguin. Ça ne change pas. Non, mais ça n'a rien à voir avec le groupe sanguin. En fait. Ça change pas ton génotype. Voilà, tu sais. C'est-à-dire que voilà, tu restes quand même. C'est-à-dire que demain, je fais une greffe de la moelle osseuse. Pour autant, si je fais un enfant, je donnerai quand même mon gène S à mon enfant. D'accord, bah oui. C'est juste qu'en fait, je serais plus malade, je ferais plus de crise, tout ça. Ouais. C'est quelque chose qu'effectivement les gens comprennent pas forcément. C'est juste que voilà, cliniquement, je ferai plus de crise, je vais plus tomber malade, mais pour autant, je vais quand même transmettre le gène à mon enfant. Et bien évidemment, ça va dépendre de l'âge auquel on va te greffer, mais ton passé clinique, c'est-à-dire que voilà, si tu as eu, j'ai n'importe quoi, tu as des problèmes à la hanche, tu as des problèmes au foie et tout ça, ça ne guérit pas. Okay. Ça reste là. C'est pour ça que plus tu fais la greffe jeune, mieux c'est. Mieux c'est. C'est pour ça que souvent, enfin maintenant, c'est vraiment la chose qu'on fait. On essaie de greffer le plus tôt possible pour que l'enfant ait moins de passer par rapport à la maladie. On peut trouver de l'aide auprès d'associations ou enfin il y a des associations qui font de la prévention. Tu peux nous parler de ton asso? Bah, moi, je suis à SOS Globi. Du coup, il y a plusieurs départements. Moi, c'est SOS Globi 94. Après, tu as 95, tu as 77. Et on est partout aussi. On est dans les dom-toms aussi. Et voilà, tu as des associations qui elles vont t'informer, on va sensibiliser. Il y a quand même pas mal de choses autour de la drépanocytose durant l'année, notamment le Noël des enfants dans des hôpitaux parisiens. Et après, il y a la journée aussi de la drépanocytose, le 19 juin, où souvent il y a pas mal de choses qui sont faites dans les hôpitaux référents. D'accord. Eh bien, merci à Ken d'avoir répondu pour ce sujet. Et c'était très profond et franchement, on en sait un peu plus. Pour moi, c'est toujours important d'écouter le témoignage parce que on entend drépanocytose, ça fait. Enfin, moi, j'ai entendu ça, j'ai entendu cette maladie dans ma famille, j'en ai dans la famille de ma mère, mais c'est vrai qu'à part voir les gens faire des crises, on ne sait pas réellement comment elles le vivent. Et pour ceux que moi j'ai dans ma famille, ils se sont jamais mariés. D'accord. Pourquoi? Parce que à cause de la maladie? Oui, on dirait que c'est une autre génération que la tienne. Ouais. Mais c'est comme avant ou après moi? Avant. Ah ouais. Et donc avant, on leur a plutôt conseillé de rester seul. Oh ouais, de rester seul et aussi quand ça devient sérieux, parfois la famille de l'autre ne veut pas. Donc c'est quand même quelque chose de particulier. Ouais. Mais moi, je suis super contente d'avoir eu ton témoignage et j'espère que beaucoup seront touchés et oseront en parler. Et j'espère bien pouvoir refaire un autre épisode sur la PMA parce que tu nous as lancé. Oui, je vous ai lancé, mais merci beaucoup pour ton honnêteté et puis voilà, toute ta personne. Moi, merci à toi déjà d'avoir voulu parler de ce sujet. C'est vrai que la drépanocytose, on l'entend avec tous ces préjugés, tous ces non-dits, il y a beaucoup de choses qui se créent, surtout dans nos populations. Et je pense que plus des gens qui ont la drépanocytose, ou du moins qui vivent avec des gens qui ont la drépanocytose, en parlent, pour justement faire enlever tout ce qui a été construit depuis des années, en fait. C'est important, voilà. Donc, les femmes, les hommes drépanocytaires se marient, ont des enfants, ont des vies comme tout le monde. C'est une maladie comme une autre. Et voilà, je pense que le fait que ça touche beaucoup la population noire, elle est un peu mise de côté et elle est un peu déformée sur pas mal de choses. Et donc, c'est important de rétablir un peu cette vérité. Donc, merci à toi. Eh bien, merci. J'ai juste une dernière question. Kev, tu la mettras à un autre moment, la question, mais moi, je voulais juste savoir, est-ce que la drépanocytose, elle te donne des droits à MDPH? Parce que oui, c'est important que tu dises ça, c'est bien. Alors, avec la drépanocytose, effectivement, selon ton profil, parce que voilà, faut savoir, comme je t'ai dit, il y a des drépanocytaires qui vivent leur meilleure life, enfin, du moins qui font pas énormément de crises et qui sont pas considérés comme, même si tu fais un dossier de MDPH, voilà, ils vont peut-être pas te donner la carte prioritaire, la carte en stationnement,
ça va vraiment dépendre du coup des médecins qui auront en fait ton dossier médical en phase 2. Ouais. Donc t'es pas forcément obligé d'avoir une réponse positive. Néanmoins, moi, pour toutes les personnes que je connais, et pour mon cas aussi, du coup, j'ai un dossier MDPH qui te donne, du coup, un statut au niveau du travail, la carte prioritaire. Moi, j'ai pas la carte stationnement, j'aurais bien voulu, hein. Mais non, je ne suis pas éligible à ça. Mais oui, tu as le droit effectivement de créer ton dossier MDPH. Okay. Et on a une ALD. Normalement, tous les drépanocytaires, sauf erreur, ont une ALD. Longue durée. Alors voilà, exactement, oui, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire. Mais oui, tu peux avoir recours à un dossier MDPH. Bien sûr. Bah, merci Laken. Merci. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode de la Nana Touch. Et on se retrouve pour d'autres sujets encore plus croustillants. Pour continuer, regardez cette vidéo juste ici ou découvrez notre playlist dédiée juste là. Prenez soin de vous et à bientôt!